Nous vivons aujourd'hui l'Anthropocène, l'ère où l'humain fait sa marque dans les mémoires géologiques de la Terre. L'Anthropocène, c'est un grand mot, mais au final, nous sommes tous un peu familiers avec les impacts des activités humaines sur notre environnement, autant qu'elles soient industrielles qu'agricoles. Pour notre projet Produire autrement, nous allons discuter principalement de la contamination des sols aux métaux lourds, une réalité de plus en plus courante dans notre monde moderne. En 2010, 7812 terrains contaminés ont été répertoriés au Québec, dont 26% représentent des sols contaminés aux métaux lourds, selon le bilan sur la gestion des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la faune des parcs. Pour l'instant, la méthode la plus utilisée pour remédier à cette problématique au Québec est l'excavation et l'enfouissement, qui, en gros, déplace la terre contaminée et le problème ailleurs sans toutefois le régler. Proposons ainsi la phytoremédiation comme méthode alternative qui recherche à traiter la toxicité directement sur le champ. Mais qu'est-ce que la phytoremédiation? En fait, il s'agit d'un ensemble de technologies qui utilisent des plantes pour réduire, dégrader, immobiliser des contaminants dans une multitude d'environnements, comme par exemple les sols. Les contaminants peuvent être autant des radionucléides que des hydrocarbures, en passant par les métaux lourds. Il existe donc plusieurs types de phytoremédiation, comme la phytodégradation, la rhizofiltration ou même la phytovolatilisation. Mais nous allons nous focusser sur la phytoextraction et ce pour plusieurs raisons. La phytoextraction fait référence à la capacité des plantes à absorber des contaminants par leurs racines et par la suite les acheminer vers leur tissu aérien. Ça peut être par exemple leurs feuilles. Pour que la plante puisse extraire les contaminants du sol, les contaminants doivent être tout d'abord dissous dans l'eau du sol. Par la suite, ceux-ci doivent rentrer en contact avec les racines de la plante. Le flux de transpiration va acheminer par le système vasculaire les contaminants jusqu'aux parties supérieures et donc aériennes de la plante. Les contaminants et les sous-produits de la plante feront des liaisons covalentes entre eux et seront stockés dans les vacuoles des cellules végétales. Une partie de ces cellules végétales sera lignifiée par la plante, ce qui la conservera au long terme. Pour que la pratique fonctionne de façon optimale, il est préférable de prendre des plantes hyperaccumulatrices, qui seront capables d'absorber de grandes quantités de métaux comparativement à d'autres plantes, soit au moins 1000 mg d'un métal spécifique pour 1 kg de matière sèche, sans qu'il ait de dommages apparents sur celle-ci, selon l'ITRC. Il y a principalement deux types de phytoextraction, l'induite et la continue. L'approche continue dépend uniquement de la capacité génétique et physiologique des plantes pour absorber et gérer les métaux lourds, sans aucun ajout d'agents chélatés. Le principal désavantage de cette technique est qu'elle est bien plus lente que l'induite. Pour l'induite, nous rajoutons des agents chélatés, qui permettent d'augmenter la mobilité et l'absorption des contaminants par la plante. En effet, ils vont former avec les ions métalliques des molécules plus facilement absorbables par celles-ci. Pour être plus spécifique dans notre présentation, nous allons parler d'un métaux lourd en particulier, le plomb. Le plomb est très toxique. Il est une des principales sources de pollution des eaux potables et, par sa capacité de s'accumuler dans les êtres vivants, il est très dangereux pour nous les humains, surtout les enfants. De nos jours, le plomb qui pollue notre environnement provient, entre autres, des grands complexes industriels
comme les fonderies où nous fabriquons des objets métalliques. Les plantes les plus communément utilisées en phytoextraction sont notamment le peuplier, l'alyssum, le tournesol, la moutarde brune et le tlaps. Dans notre cas, nous allons plus nous intéresser à la moutarde brune puisqu'elle permet d'absorber une plus grande quantité de cuivre et de plomb, deux métaux lourds les plus fréquemment retrouvés dans nos sols au Québec. Plusieurs études ont démontré que cette plante a la capacité de produire une grande quantité de biomasse, jusqu'à 8,9 tonnes à l'hectare, ce qui réduit l'incidence d'érosion. Aussi, puisqu'elle a des longues racines, elle est capable de plonger profondément dans le sol pour accéder à plus d'éléments minéraux. À titre d'exemple, selon une recherche faite par le chercheur Stephen Rock en 1997, le taux d'absorption de plomb par la moutarde Brassica juncea peut varier entre 340 mg par kg de sol jusqu'à 3000 mg par kg de sol. Voici comment réaliser la phytoextraction du plomb à l'aide de la moutarde brune. Premièrement, il est important de procéder à la caractérisation du site en vue de déceler la meilleure méthode de réhabilitation, soit la phytoextraction, la phytostabilisation, la phytodégradation, etc. Nous allons donc échantiller la parcelle contaminée qui nous permettra d'identifier et de déterminer la concentration du contaminant visé. Pour le plomb, on vise l'objectif émis par le ministère de l'Environnement de la politique de protection des sols de réhabilitation des terrains contaminés, qui est de 1000 mg de plomb par kilogramme de sol. Par la suite, on choisit les végétaux appropriés selon les contaminants et les caractéristiques du sol à traiter. On favorise des espèces qui ont une bonne efficacité d'accumulation de métaux, comme la moutarde brune. On enchaîne ensuite à la préparation du terrain. Les travaux du sol devraient ressembler aux travaux qu'exige une production agricole. On va venir ameublir la parcelle en la défrichant et ou en la désherbant. Puisque les mauvaises herbes risquent de nuire à l'établissement de la culture, son contrôle est primordial. On peut procéder au désherbage à l'aide d'un faux semis ou avec un herbicide comme le glyphosate. On va aussi venir niveler la parcelle pour assurer une levée uniforme de la culture. Si on fait un travail de décompactage, on le fait en août de l'année précédente, lors des travaux lourds du sol. La fertilisation n'est pas nécessaire, mais si on veut assurer une bonne croissance des plants, elle est fortement recommandée. Elle est faite à la plantation où on va appliquer une première dose de fertilisant, soit 95 kg d'azote par hectare. L'analyse de sol nous permettra aussi de déterminer si on a besoin de chauler le sol selon notre pH visé, qui est de entre 4,3 et 8, ce qui devrait se faire avant l'implantation de la culture. L'ensemencement peut se faire de plusieurs façons. Premièrement, on peut semer à une densité de 3 kg par achat avec un semoir à dents ou à prion, à 2 à 4 cm de profondeur. Sinon, on peut aussi utiliser un semoir à la volée, comme ça on obtiendra une culture qui ressemblera plus à une implantation d'engrais verts. On vise une implantation au printemps, donc elle peut se faire en début avril, mais on peut aussi planter continuellement au cours de la saison estivale, puisque le Brassica juncea est une plante qui s'adapte bien aux températures froides et chaudes. Par la suite, on peut aussi transplanter les plantules de moutarde 4 semaines après leur semis à une densité de plantation qui devrait être de 25 plants par mètre carré. On continue donc avec le suivi et l'entretien de notre culture. Puisque cette culture ressemble à un engrais vert, l'irrigation n'est pas nécessairement utile en tout temps, mais on peut la faire surtout lorsqu'ils annoncent des temps de sécheresse en vue d'assurer la viabilité des plants jusqu'à leur récolte. À la 4e semaine, on va ajouter la 2e dose de fertilisant de 50 kg par hectare d'azote. Puis, à la 8e semaine, on ajoute la première dose d'agent chélaté. Mais à quoi ça sert les agents chélatés? Eh bien, l'efficacité de la phytoextraction est liée à la disponibilité des métaux par la plante utilisée. Comme la principale caractéristique des plantes hyperaccumulatrices est leur capacité à synthétiser les substances qui solubilisent les métaux dans la rhizosphère, la possibilité de reproduire artificiellement ces conditions doit être envisagée.
L'utilisation d'agents chélateurs artificiels comme le DTA permet d'accroître la concentration en plomb dans les tissus de la plante en les solubilisant dans le sol, et donc en les rendant plus disponibles à l'issue de la plante. Des études sur la phytoextraction du plomb dirigées par le chercheur Huang en 1997 ont démontré que l'utilisation d'agents chélateurs artificiels comme l'éthyldiamine tétraacidique, le DTA, a permis d'accroître la concentration en plomb d'au moins 500 mg par kg à plus de 10 000 mg par kg dans les tissus des plantes étudiées. Donc, les doses de TDA appliquées sont toujours en train d'être testées. Diverses quantités sont à l'étude, mais les plus fréquemment utilisées sont aux alentours de 3,52 g par kg de sol de TDA, ce qui représenterait 7040 kg de chélate par H1. Il est habituellement appliqué comme un engrais. On continue l'entretien de la culture de moutarde jusqu'à la récolte de la partie aérienne des plantes, ce qui se fait 90 jours après la semis, soit quand les plants auront fleuri. Elle peut se faire manuellement pour des petites superficies avec une faucheuse ou une ramasseuse pour des plus grandes superficies. Suite à la récolte, on va procéder à un deuxième échantillonnage de sol et une analyse foliaire pour avoir une idée précise sur quelle quantité de contaminant le plomb a pu être extrait et ensuite déterminer si on doit continuer à faire d'autres interventions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les plants récoltés? Certains producteurs aux États-Unis vont brûler leur partie aérienne de leurs plantes pour en récolter le plomb, pour le réutiliser par la suite dans le domaine industriel, ce qui peut être économiquement intéressant. Par la suite, il y a une méthode qui s'agit de prendre les matériels végétaux contaminés par le plomb puis de les répandre sur un grand territoire. Comme ça, la concentration n'est pas sur un spot dans le champ, mais partout dans le grand champ, ce qui fait en sorte que c'est dilué. Les avantages de la phytoextraction sont notamment que c'est une technique de décontamination moins coûteuse que les méthodes traditionnelles, puisqu'elle opère avec l'énergie solaire et ne nécessite pas de transport comme l'excavation des sols. C'est un principe compatible avec le développement durable. Puisque la moutarde a la capacité de produire beaucoup de biomasse, elle permet au sol de conserver sa structure. Elle permet d'avoir un traitement in situ comparativement à l'excavation. La phytoextraction par le Brassica juncea est une pratique très versatile. Cette plante peut être utilisée comme culture désherbante, culture de couverture ou un engrais vert. Elle peut traiter plusieurs types de contaminants et peut être utilisée pour plusieurs types de phytoremédiation. Voici les limites de la phytoextraction. La bioaccumulation des contaminants dans les parties aériennes des plantes les rendent elles-mêmes toxiques pour les organismes de l'écosystème. Les plantes peuvent croître adéquatement sous un certain seuil de toxicité. Si ce seuil est dépassé, leur développement peut être affecté. Le traitement ne peut aller au-delà du système racinaire des plantes. C'est un traitement qui se fait au long terme. Selon la quantité de contamination dans le contaminant dans le sol, la décontamination peut prendre plusieurs implantations. En plus, puisque nous sommes au Québec, nous avons des saisons hivernales, cela peut augmenter le temps de traitement. Le plus gros enjeu avec cette méthode de remédiation est qu'elle est toujours dans ses débuts. Il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le domaine, notamment sur la méthode d'implantation, les quantités de TDA à ajouter, donc les agents chélatés, et sur les résultats obtenus. C'est une solution prometteuse et d'avenir, mais elle est toujours à son stade expérimental. Finalement, notre technique, le projet que nous présentons, est une méthode qui provient d'une plante, la moutarde brune, une plante extraordinaire qui a le potentiel d'extraire du sol un métaux lourd comme le plomb. La phytoextraction induite, en fait, démontre que les savoirs horticoles et maraîchers ont d'immenses potentiels, bien au-delà de la production alimentaire. Ce type de phytotechnologie contribue déjà à protéger bien les cours d'eau au Québec par l'entremise des bandes riveraines. À savoir que la phytoremédiation peut également protéger les cours d'eau avec la rhizofiltration, le fait que les racines peuvent filtrer l'eau avant qu'elle atteigne le cours d'eau. En fait, il faut régler le problème à la source. Notre société doit être plus consciente et responsable des contaminants qu'elle relâche dans l'environnement. Merci de nous avoir écoutés!